ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Merci de nous suivre. Je reçois Virginie aujourd'hui, Virginie Ditoré, qui est diététicienne. Oui, bonjour Aurélien. Et merci de venir. Merci à toi de m'avoir invité surtout. C'est hyper important de croiser un petit peu les points de vue. C'est vrai qu'on a quand même une tendance sur cette antenne très très forte, sciences physio et prépa physique évidemment. Donc on cherche à ouvrir un petit peu nos points de vue. On a beaucoup parlé de prépa mentale ces derniers temps. On parle assez souvent des sciences nutritionnelles au sens le plus large possible, de manière transversale. C'est la première fois qu'on va pouvoir vraiment parler de diététique. Et je pense que c'est important qu'on le fasse parce que c'est au cœur de la performance humaine, évidemment, et de la contre-performance aussi. Et, tout à fait. On peut subir un certain nombre d'impacts négatifs. La graisse viscérale fait partie des conséquences de la sédentarité, de la mauvaise alimentation, des mauvaises stratégies nutritionnelles. Et justement, c'est le thème de notre podcast aujourd'hui. C'est ça. Un de tes thèmes de prédilection. Oui, la graisse viscérale, c'est vraiment un critère qu'il faut prendre en compte dans l'analyse corporelle, puisque finalement, la graisse qu'on peut avoir sur le ventre, c'est celle qui peut être vraiment dangereuse pour la santé et qui peut empêcher des choses au quotidien, les mouvements, la respiration, le confort tout simplement au quotidien en fait. Alors vous savez que la graisse, elle se loge un petit peu partout, tristement. C'est ça. Mais qu'il y a des endroits où on a plus de mal à l'estimer et à la mesurer. Effectivement, la graisse viscérale, elle est particulièrement dure à aller screener, à évaluer. Et en plus de ça, elle est particulièrement difficile à perdre. Oui. Donc les comportements graisseux ne sont pas homogènes. Je ne dis pas d'ânerie en disant ça sur l'ensemble du corps, en fonction de ce qu'on fait comme régime ou comme activité. On ne va pas perdre de manière uniforme, homogène. Et là, on est quand même dans le résiduel, dans le résistant. C'est ça. Du coup, c'est important de savoir exactement de quoi on parle, comment t'évalues, toi. Moi, tu sais que j'utilise l'impédance-métrie, toi aussi. Oui, tout à fait. Donc, l'impédance-métrie, elle va justement réussir à localiser la graisse, où est-ce qu'elle est située. Et grâce à la balance, l'impédance-mètre, du coup, qu'on utilise, donc on utilise la même impédance. Oui, tu utilises avec Unique aussi, toi. Voilà, tout à fait. Grâce à la prise des poignets, donc c'est une fréquence qui passe au niveau de tout le corps et qui arrive du coup à analyser la surface de graisse viscérale et qui nous donne un indicateur si c'est dangereux pour la santé ou pas. Et du coup, à partir de ce chiffre-là, donc, on peut mettre un programme alimentaire en place pour réussir à réduire cette graisse viscérale. D'ailleurs, c'est ce qui explique, petite parenthèse, que le taux de masse grasse mesuré, estimé, ça reste de l'estimation, c'est important de le préciser, c'est un outil de terrain, estimé par l'impédance-métrie est souvent plus élevé que ce que les gens s'attendent à avoir. Oui. Pas uniquement parce qu'ils se voient avec les yeux de l'amour, aussi parce que quand ils ont été estimés par le passé, ce sont des mesures encore plus indirectes, ou alors l'utilisation de la pince qui prend beaucoup moins en compte cette graisse viscérale qui peut souvent être une mauvaise surprise quand même. Oui, tout à fait, parce que là c'est vrai que la balance que nous utilisons, elle est vraiment très précise, il y a 3 fréquences différentes, donc ça passe à l'intérieur des cellules, etc., ce que toutes les balances ne peuvent pas faire, et là du coup analyser à ce moment-là plus en détail où est-ce que la graisse est logée. Et parfois, effectivement, les gens, le peu de graisse qu'ils vont avoir en trop, ne se rendent pas compte qu'elle est localisée et que ça peut être justement dangereux pour la santé. Il peut y avoir de l'hypertension, du diabète, du cholestérol. Vraiment, c'est vraiment les maladies cardiovasculaires qui peuvent être détectées en amont. Et du coup, ça peut vraiment faire la différence. C'est un game changer. Justement, allez voir l'épisode consacré à l'impédance métrique qu'on a fait avec Mike Magalhaes, qui était assez précis sur les outils, les intérêts, les limites, comment prendre ça en compte dans ses stratégies de conseil. Un autre épisode que je vous recommande, c'est celui de Jacques Borgognon sur le déstockage localisé des graisses avec la technologie SlimSonic. Hyper intéressant et complètement lié à ce qu'on est en train de se dire.
Donc, j'insiste un petit peu dessus, hein. Effectivement, ces deux graisses, en tout cas leurs deux résidences de stockage, sont vraiment importantes à prendre en compte, hein, à plus forte raison que, justement, la graisse intra-abdominale, c'est celle qui pose le plus de problèmes, tu commençais à le dire tout à l'heure, mais tu vas approfondir, sur la santé. Et on peut être visuellement un petit peu dodu et être finalement moins exposé à des risques cardiovasculaires, par exemple, que quelqu'un qui est en apparence mince, mais qui finalement a un gros ventre bien chargé. Oui, du coup, la graisse qu'on appelle la graisse viscérale, donc c'est la graisse qui entoure nos viscères, donc aussi nos organes digestifs, foie, estomac, pancréas. Ces organes-là, quand ils sont compressés, ils fonctionnent moins bien, et du coup, vous éliminez moins bien, et tout près, il y a le cœur, donc c'est là où il y a des risques de maladies cardiovasculaires. Donc un cœur entouré de graisse, il fonctionne moins bien. Et du coup, on a plus de mal à la perdre en plus. Elle est sournoise. Une fois qu'elle est stockée là. Oui, c'est assez difficile et c'est là où le rééquilibrage alimentaire entre en compte avec des nouvelles habitudes et c'est là où tout le travail de la diététique prend tout son sens. Donc c'est là où. Ouais. C'est là où tu rentres en jeu. Effectivement, je pense qu'on surcote un petit peu les effets du sport sur ce type de problématique. On attribue des vertus au sport qui sont probablement au-delà de ce que ça produit réellement, alors évidemment à court terme, mais même à long terme. Hein. Il y a des gens qui ont une graisse viscérale résiduelle qui tient bon alors qu'ils font de l'endurance régulièrement, qu'ils travaillent, ils appliquent toutes les consignes, même du HIIT, du travail à haute intensité, etc. Et puis ils ont du mal à s'en débarrasser. Et à l'inverse, je ne sais pas comment toi tu le perçois de l'autre côté de la barrière, mais j'ai l'impression que la valeur de la diététique est sous-estimée dans les faits. Oui, complètement, oui. Donc effectivement, les gens viennent me voir pour avoir des conseils nutritionnels, diététiques, mais ils sont persuadés que c'est surtout le sport qui va tout faire. Sauf que ça a quand même ses limites. Hein. Le sport, c'est surtout fait sur le long terme pour augmenter notre métabolisme de base, donc brûler plus d'énergie au repos, mais l'alimentation a une place hyper importante et justement le rééquilibrage alimentaire. Les gens ont trop des idées reçues sur tous les régimes. Je veux perdre du poids, il faut que je fasse un régime cétogène, un régime hyper protéiné, alors que ça peut aussi les détraquer et ça ne va pas forcément en plus leur faire perdre leur graisse viscérale sur le long terme en tout cas. Ouais, c'est ça, on est toujours dans un rapport un peu à l'urgence. Les gens sont pressés. À l'immédiateté. Et faussé parce qu'effectivement, comme tu le disais, hein, si on rappelle un petit peu des repères, voilà, vous allez faire une séance de sport intense, vous allez brûler quoi, 400, 500 kilocalories, c'est déjà très bien. Alors, c'est un calcul qui est un peu faux, puisqu'il y a quand même malgré tout l'effet à 48 heures, à 72 heures, l'effet cumulé et répété, qui, comme tu le disais, façonne notre métabolisme malgré tout, et c'est ce qui explique que le HIIT plus court, finalement, marche mieux que le long effet d'une course d'une heure et demie. Mais néanmoins, on est quand même comparé à nos 2000-3000 kilocalories jour, loin du compte. Oui. Et donc le reste, ça va être régulé par ce qu'on mange. Et effectivement, les gens viennent demander un régime. Oui, ils veulent un régime. Ils viennent, ils me disent, hier soir j'ai mangé ça et ça, je sais que maintenant à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus pouvoir manger ça avec vous. J'ai dit, vous vous trompez totalement. Et le plus dur aujourd'hui, moi, dans mon métier, c'est d'enlever toutes ces idées reçues dans la tête des gens et de leur dire qu'il va falloir manger de tout en quantité raisonnable parce que c'est la dose qui fait le poison et que forcément, s'ils abusent de quelque chose, ce ne sera pas bon. Ce sera pas bon et que dans un sens comme dans l'autre, c'est pas bon parce qu'effectivement, si on coupe tout pour avoir un régime à court terme, le plus efficace possible, effectivement, c'est difficilement tenable. Ça passe par des cases de souffrance. C'est ça. Qui rendent le truc encore moins tenable et qui entretiennent cette espèce de mythe du la nutrition, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est difficile de faire régime. Ouais, difficile. Alors c'est dur. Il va falloir souffrir, il va falloir avoir faim. C'est ça. Alors que tout est question de réglage et finalement d'hygiène de vie, quoi. Tout à fait. Du coup, toi, quand tu as quelqu'un qui a effectivement ce problème de graisse viscérale, tu le diagnostiques donc principalement par l'impédance-métrie. C'est quoi les repères que tu prends sur un impédance-mètre, même si tout le monde n'a pas l'occasion d'utiliser un impédance-mètre professionnel. Je le redis, c'est hyper important d'utiliser du matériel sur ce truc-là haut de gamme. Si vous prenez les balances, les pèse personnes
entrée de gamme à 100, 200 balles. Tout ça est très anecdotique, hein, c'est fantaisiste. Donc là, on parle de matériel professionnel. Nous, on utilise Acunic, on le redit. C'est sans doute le rapport qualité-prix le plus optimum. Ça reste du matos de pro. Là-dessus, quels sont les indicateurs qu'on a? On cherche à regarder quoi? Là, on a un schéma, du coup, on a un niveau de graisse viscérale. Donc, c'est un chiffre, en fait, entre 0 et 4, par exemple, c'est juste de la graisse sous-cutanée. Entre 4 et 8, ça va être limite. Et à partir de 8, 10, je ne sais plus exactement, ça va être obésité viscérale de type 1 et ensuite obésité viscérale de type 2. Donc ça reste un schéma. C'est une machine, il faut quand même le mettre dans le contexte où quelqu'un qui va faire 100, 120 kilos, on ne va pas lui donner un objectif d'avoir que de la graisse sous-cutanée. Il y a l'âge à prendre, il y a l'âge à prendre en compte, son mode de vie, son travail, son stress, etc. Et puis aussi la corpulence de la personne, parce que tout ça, c'est basé sur un profil type, mais voilà, chaque personne, il faut quand même interpréter les résultats avec la personne en face. Ouais, ça reste de l'aide à la prise de décision, c'est un outil de terrain. Ça nous permet juste d'affiner un tout petit peu et d'avoir des repères aussi. Savoir de quoi on parle et être sûr que voilà. Alors pareil, on le rappelle, mais bon, c'est une pesée, donc toutes ces mesures se font le plus possible à jeun, dans des conditions extrêmement stables et constantes, parce que on risque d'être déçu sinon du résultat, des variations. Pas tout prendre à la lettre. Voilà, faut toujours essayer effectivement de se peser dans les mêmes conditions, la même heure, comme tu disais. Pas avoir bu un litre d'eau avant, pas sortir de table, pas être stressé, pas avoir les mains moites ou humides. Voilà, il y a tout qui peut changer, donc il faut aussi l'analyser et expliquer aux gens qu'il ne faut pas rester focus vraiment 100% sur les résultats. On peut avoir une petite variation. On peut avoir, oui. Ce que conseillait Mike Magalhaes, qui est sur le versant coaching, lui, qui utilise cet accompagnement de l'impédance mètre auprès de tous ses clients, il nous dit, depuis plusieurs années, moi je fais passer les gens plusieurs jours d'affilée dessus. Et ça permet d'avoir une espèce de valeur normée au départ et de se raccrocher plutôt à cette semaine test de départ plutôt qu'à un test isolé qui du coup risque de faire ce que tu me décrivais en off l'autre jour, me disant c'est vrai que des fois j'ai des clients qui peuvent s'émouvoir d'un seul coup d'une variation. C'est normal, ils sont peut-être beaucoup plus hydratés, beaucoup plus fatigués, peut-être pas tout à fait la même heure. Donc il faut pondérer un petit peu aussi ces résultats. On n'a pas le même corps aux différents moments de la journée. C'est ça, le corps n'est pas constant, l'appareil n'est pas, c'est pas constant non plus. C'est le plus précis possible, mais effectivement, notre corps, on ne peut pas tout contrôler. Ouais, bien sûr. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Donc revenons sur notre graisse viscérale. Donc l'outil permet effectivement de détecter un premier niveau de graisse qui reste une graisse cutanée, puisque ce n'est pas parce qu'on est localisé au niveau de l'abdomen qu'on parle de graisse viscérale. On a aussi de la peau et on a aussi du sous-cutané ici, beaucoup, et il s'agglutine aussi, énormément aussi ici. Ce n'est pas parce qu'on a une petite bedaine que c'est forcément synonyme de beaucoup de graisse viscérale. Tu es d'accord? Tout à fait, oui. Et donc c'est ça qui est intéressant pareil, sur les mesures, quand on prend des mensurations, ça ne nous renseigne pas sur la répartition de la graisse. Oui. C'est pas parce qu'on a
un ventre un peu plus gros que ce qu'on a eu par le passé, ou que la moyenne des collègues, on a forcément de la graisse viscérale. Donc déjà, ça nous aide à y voir un petit peu plus clair. Bon, mais maintenant, on a diagnostiqué quelqu'un qui a effectivement un niveau inapproprié de graisse viscérale. Parmi nos auditeurs, on a peut-être des gens qui commencent à avoir un petit peu de miles au compteur, qui aiment bien vivre, qui luttent contre leur tendance à l'embonpoint et qui se retrouvent dans ce cas-là. Du coup, toi, tes conseils opérationnels sur ce type de profil, c'est quoi? Du coup, de quand même déjà réussir, enfin manger à sa faim. Il ne faut pas trop s'affamer. Toi, tu n'affames pas les gens, ça c'est important de le dire. Non, surtout pas. La culture des régimes, voilà, c'était à la mode dans les années 90, mais aujourd'hui, le light, le 0%, tout ça, c'est terminé. Il faut vraiment revenir à l'essentiel et faire une répartition des macronutriments, protéines, lipides, glucides bien adaptés. Et après, il y a toute l'enquête alimentaire aussi autour des gens pour connaître leur mode de vie. Je ne vais pas leur dire, ah, mais vous prenez un petit déjeuner, alors que le patient n'a pas faim à 6 h du matin. Enfin, il n'est pas obligé, donc il faut adapter aussi et expliquer ce qu'il faut éviter aussi et privilégier à certains moments de la journée. La notion de culture est vraiment importante. Hein. C'est un peu ce qu'on sent dans ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire que souvent, on essaye d'appliquer une recette. Alors, je ne veux même pas parler de régime, mais même en parlant de rééquilibrage alimentaire, souvent on va dire, il faut 90 grammes de protéines. Bon, voilà. Or, on sait qu'il y a des gens qui sont adaptés sur des régimes très différents, des gens qui ont été élevés comme ça ou qui ont évolué là-dessus. À l'inverse, comme tu dis, il y a des gens qui n'ont jamais déjeuné le matin de toute leur vie. C'est ça, oui. Est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas prédisposés justement à un jeûne intermittent, à des choses comme ça va être facile pour eux. Il manque peut-être des fois 1 heure, c'est un réglage de rien du tout. Et donc toi c'est un peu ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire tu vas vers un conseil très individualisé. En fait. C'est ça, oui. Le premier rendez-vous d'ailleurs dure beaucoup plus d'1 heure, enfin 1 heure, 1 heure et demie, vraiment pour analyser et pourquoi il ne prend pas son petit déjeuner par exemple. Est-ce que c'est parce qu'il a eu l'habitude? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le temps en fait le matin? Donc effectivement, pourquoi pas, ouais. Voilà. Donc ça peut tout changer. C'est pas les mêmes mesures. Voilà. Donc prendre son petit déjeuner. Les mêmes mesures à prendre, les mêmes règles à appliquer. Bien sûr, voilà. Parce que s'il a faim mais qu'il ne prend pas le temps, après on s'habitue en fait. Le corps humain est très bien fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on lui dit de faire quelque chose, finalement, à un moment donné, tout ça se met en place. Alors que peut-être que pour lui, ce serait peut-être mieux de prendre un petit déjeuner. Ça lui éviterait de manger trop le soir. Parce que des fois, ça reste quand même sauter un repas et ça peut se répercuter en fin de journée. Ceux, par exemple, qui ne prennent pas de petit déjeuner, je vais leur conseiller de prendre une collation à 4 heures, par exemple, quand c'est possible ou voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que perdure cette idée quand on discute avec notamment les entraîneurs. Hein. Chez les coachs sportifs, un peu moins. Chez les diététiciens, moins aussi, il faut l'espérer en tout cas. Mais il y a encore beaucoup de gens des entraîneurs ou des sportifs eux-mêmes qui disent, de toute façon, il n'y a pas, si je veux perdre du poids, à plus forte raison localisé ici, il faut que j'ai la dalle, quoi. Ouais. Il faut que je m'affame, il faut que... Alors bon, évidemment, ce serait faux de dire qu'une réduction calorique globale n'a pas d'impact. Oui. Je veux dire, à un moment donné, il y a des trucs qui rentrent, il y a des trucs qui sortent. Ça reste un tableau à double entrée. Hein. Mais le projet doit se voir de manière beaucoup plus globale dans le temps et de manière assez individuelle en rapport à des rythmes de vie, à des rythmes d'entraînement, à des rythmes d'alimentation. Donc, toi, premier bilan assez précis et derrière, approche individualisée. Mais rien n'est figé dans le temps en fait. Au début, moi je ne prends pas de petit déjeuner et finalement, 1 mois ou 2 mois après, je commence à avoir faim le matin. Ok, du coup on a un autre rythme maintenant et puis après du coup ça évolue et ça peut changer. Et une fois que la personne a compris comment elle fonctionne, elle n'a plus besoin de moi. Moi le but c'est... C'est de les guider vers l'autonomie. C'est de les rendre vraiment indépendants. Et donc là aussi, tu nous dis qu'il n'y a pas de règles stables. C'est-à-dire que même si on a trouvé une équation à un moment donné pour quelqu'un, en fonction de son rythme de vie, de ses envies, de ses besoins du moment, on peut le faire évoluer, quoi. Complètement, il faut juste être à l'écoute de son corps et c'est le problème des gens aujourd'hui. De son corps et de sa vie. Parce que voilà. On a du mal aussi des fois à regarder sa vie droit dans les yeux. Jusque-là, j'avais le temps de déjeuner le matin, là je ne l'ai plus, pour une raison X ou Y. Ou à l'inverse, je racontais que je n'avais pas le temps, puis en fait, en regardant bien, je peux le prendre.
sans trop compromettre la récupération non plus, c'est une autre problématique. Ou change de lieu, de mode de vie, puis d'un seul coup, les petits déjeuners ne sont plus les mêmes non plus. Là, avant, on avait accès qu'à des céréales bourrées de sucre, et puis d'un seul coup, là, on est en Angleterre, et c'est plutôt un régime hyper protéiné qui s'impose. C'est ça. On doit rééquilibrer différemment. Ah non, c'est passionnant, c'est passionnant. Et alors, dans quelle mesure, toi, tu es très sportive, plutôt dans les sports d'endurance, dans quelle mesure, dans ton approche et dans ton conseil, tu mets en équilibre un petit peu ces deux problématiques conjointes, quoi. La consommation calorique d'une part, qui prend bien plus que le sport, et l'apport calorique d'autre part. Tu donnes un peu de conseils, tu creuses là-dessus dans l'échange. Oui, l'apport alimentaire, il ne doit pas changer forcément. Par contre, effectivement, si quelqu'un vient à se mettre à faire du sport tous les jours, effectivement, on peut augmenter un petit peu l'apport calorique, et notamment quand même en glucides, parce que c'est quand même notre carburant. Donc les glucides, et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, ça reste notre source d'énergie essentielle à l'organisme, et quand même, ça permet de limiter le catabolisme. C'est une épargne protidique finalement. Enfin, on dit qu'il faut manger beaucoup de protéines pour maintenir la masse musculaire, ce qui est vrai, mais il y a quand même les glucides qu'il faut continuer à consommer. Oui, bien sûr. Et oui, surtout à l'heure de la grande mode cétogène, Banting Diet, etc. C'est vrai qu'on perd de vue que quand même, ça reste culturellement, et depuis un petit moment maintenant, quand même, un des carburants les plus efficaces. Et du coup, j'imagine que des fois, tu dois être obligé de convaincre les gens que, attendez, il faut maintenir quand même. C'est ça, la question aussi, c'était, c'est un autre débat, mais l'entraînement à jeun. Moi, je pars à jeun pour aller brûler dans les graisses. Mais bon, effectivement, faudrait. Le problème de s'entraîner à jeun, c'est justement la récupération qui va être beaucoup plus longue, etc. Donc là, après, c'est pour les sportifs peut-être de plus haut niveau. Mais quand on a un petit niveau, que c'est juste du loisir, il vaut mieux manger quand même quelque chose avant, on sera plus performant. Et puis pareil, tout dépend de ce qu'on cherche à tirer de la séance. C'est-à-dire que si ça. Le but c'est vraiment de la perte de poids, c'est une chose. Si le but c'est de maintenir un niveau de poids stable, c'en est une autre. Et si le but c'est vraiment de faire une grosse séance avec de la perf, à un moment donné, il faut du carburant quand même. C'est ça, il faut manger. Il faut manger. Et encore une fois, tu le disais très justement tout à l'heure, si on est dans un équilibre calorique global, harmonieux et maîtrisé, on n'est pas forcément obligé de réduire sur tous les postes. À plus forte raison, si la personne vous déclare augmenter sa consommation de calories par une pratique sportive, etc. Oui. Tout est une question d'équilibre et de ressenti aussi. Si la personne, à la fin, elle fait son sport à 19h, à 18h, elle a déjà le ventre qui creuse, là, il faut manger quelque chose. Il faut manger des glucides, il faut quand même manger quelque chose. Il ne faut pas que ce soit trop dans la lutte non plus, quoi. Bon, même si, malgré tout, la perte de poids reste un parcours un peu moins confortable. Les gens sont très dans une zone de confort et d'opulence. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même cette dimension. On ne va pas mentir non plus. Il y a quand même cette dimension où il y a surtout chez les gros mangeurs, à un moment donné, une forme de privation raisonnable, quoi. Oui, il y a quand même une privation. C'est sûr que quelqu'un qui aime beaucoup manger et qui a du mal à se restreindre, pour lui, ça va être vraiment plus difficile, quoi. Oui. Toi, tu observes des profils de gens qui ont une graisse viscérale plus marquée. Est-ce que ces gens-là, ils sont systématiquement sédentaires? Est-ce que le fait qu'ils soient sportifs leur permet je sais que tu vois beaucoup de gens de beaucoup de milieux différents. Est-ce que tu observes des comportements socio-culturels liés à cette graisse viscérale, ou ça peut toucher tout le monde? Alors, ça peut toucher tout le monde. Et le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de jeunes qui font beaucoup de sport et qui ont de la graisse viscérale. Et ils s'y attendent pas en venant, en fait. De plus en plus ? Oui, de plus en plus. Parce que du coup, je fais du sport, du coup, je peux manger. Et alors oui, c'est vrai, on peut manger, mais voilà, ils ne mangent pas forcément ce qu'il faut. Il y a beaucoup de lipides, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines. Tout ça, c'est très mal réparti bien souvent. Mais c'est bon, je fais du sport, je fais du foot, j'ai 3-4 entraînements par semaine, plus les matchs. Et finalement, ils sont quand même là, ils ont besoin... Ils sont globalement athlétiques, ouais. Mais ils ont stocké la graisse. C'est ça. Ils ont une masse musculaire assez importante, un métabolisme de base assez important.
Mais l'embonpoint est là et s'ils viennent, c'est sûr qu'ils ont besoin quand même de conseils et ils sentent que sur le terrain, ils sont un peu plus lourds, ils respirent moins bien et ouais, parce que la graisse que vous avez en trop, effectivement, elle est localisée à cet endroit-là. Ah bon, je pensais pas, je viens à temps du coup, je dis oui, il faut mettre quelque chose en place, pas draconien, mais il faut c'est le moment de réguler. manger équilibré, voilà, c'est ça. Et les femmes? Les femmes aussi. Après, c'est bien connu, à l'arrivée de la ménopause, à ce moment-là, c'est vrai que la graisse, elle va se localiser plus là. Après, ils sont suivis par des endocrinologues et voilà. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec, de manière pluriprofessionnelle, les endocrinologues, les néphrologues, les médecins, voilà. Et c'est là. Alors on sait le rapport, parce que je posais la question parce que c'est vrai que les hommes sont traditionnellement plus exposés à ce type de graisse. Et d'ailleurs, spontanément, effectivement, on parle de la ménopause, donc c'est que les femmes sont un peu moins exposées au départ. On va dire que si on fait des généralités, ce qui n'est jamais bon, mais bon, quand même, on observe que les femmes ont plus tendance à stocker sur les membres inférieurs et les hommes plutôt dans le ventre. Ce que j'ai observé pour avoir vécu en Grande-Bretagne, c'est que quand même avec certains comportements alimentaires, et notamment le rapport à l'alcool, on voit que les jeunes femmes peuvent elles aussi subir ça de manière assez spectaculaire. Tu t'observes toi, tu es en région, tu viens de Metz, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc encore une fois, d'une région française à l'autre, on n'a peut-être pas les mêmes observations, mais sur ta clientèle, toi, tu observes des évolutions là-dessus ou non? Oui, l'alcool complètement, tout se passe ici, quoi. Donc l'alcool, puis c'est beaucoup de sucre, l'alcool. Ouais. Donc forcément, on stocke plus effectivement à cet endroit-là. Tout se passe ici, Donc personne n'est épargné par cette graisse viscérale. Personne, les hommes, les femmes, les sportifs, et puis à tout âge. Donc monitorer ça, si on doit prendre un message à la maison, monitorer ça, observer l'évolution de votre évolution, ou le cas échéant l'évolution des clients ou des gens dont vous avez la responsabilité, et prenez les bonnes décisions le plus tôt possible. Et ces bonnes décisions, elles sont jamais drastiques, jamais extrêmes. Elles doivent être accompagnées, tenables, organisées. Et puis surtout, ça passe beaucoup par du suivi, du monitoring, quoi. Il faut être patient. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça dans notre métier, les patients. Il faut être patient et prendre les choses en main le plus tôt possible. Écoute, super, merci d'être venu partager ça avec nous. Je pense que c'était vraiment important de souligner cette thématique. Tu reviens quand tu veux. Tu as, un Instagram où tu vulgarises et tu communiques si les gens veulent, te suivre. Oui, donc ça s'appelle VDT diététicienne. Et voilà, je donne des conseils. C'est un peu effectivement vulgarisé aussi. C'est exactement ce qu'on cherche, de l'information accessible et actualisée. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis. Vous nous avez peut-être regardé sur YouTube, en version augmentée sur mon site web, ou peut-être que vous nous avez écoutés sur une des plateformes de streaming que vous connaissez très bien. Si vous voulez poursuivre votre enseignement en préparation physique, en nutrition ou en récupération, je suis chez mon partenaire de digitalisation Transfert qui vous propose la formation 3PS. Je vous la recommande très chaleureusement et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt Virginie. À bientôt Aurélien. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.